Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Eh bien bonjour Eva, bienvenue sur le podcast, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Coucou Pêche, contente de te retrouver toi aussi. Est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu peux rapidement te présenter qui est l'humaine que tu es, qui est l'entrepreneur que tu es, qu'est-ce que tu fabriques de tes petites mains? Alors, je m'appelle Eva, j'ai une marque qui s'appelle Le Jardin des Amoureux et globalement, je suis à la fois dessinatrice, jardinière agricultrice et entrepreneur. Donc, j'ai créé un peu un univers de jardin, de fleurs assez poétique qui me permet d'allier toutes mes passions et de travailler avec un rythme assez varié sur toute l'année, à la fois à l'intérieur en dessin, peinture, à la fois en extérieur sur tout ce qui est jardinage, culture des fleurs, récolte des graines et tout ça. Et en collaboration avec d'autres producteurs aussi, où je vends leur production de graines dans la marque du Jardin des Amoureux aussi. Yes. Donc, tu as créé un univers que tu as nommé très joliment, très poétiquement, le Jardin des Amoureux, à l'intérieur duquel on retrouve à la fois tout ce qui est graines, tout ce qui va nous aider pour la semence. Tu as aussi de très belles illustrations qui aident au fur et à mesure de l'année à savoir quand semer les petites graines de quoi. Et toute une partie aussi un peu papeterie avec cet univers de l'aquarelle, toujours lié aux fleurs, aux graines, mais que tu sublimes en fait d'une autre manière. C'est ça? Mm. C'est joliment dit, merci. J'essaye de résumer tout ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir cette jardinière poétique, aquarelliste et créatrice de papeterie? Euh, Bonne question. C'était pas vraiment un plan exactement écrit, prévu comme ça. Euh, Quand j'étais ado et plus jeune, c'était toujours dessin, peinture artistique à fond. Euh, Avec de l'autre côté, mais sans aucune ambition professionnelle, j'avais toujours cet attrait pour le jardin, pour passer du temps dans la nature. Et je me souviens peut-être à 12 ans récolter des graines pas du tout mûres sur les plantes de mon père et de faire des expérimentations pour essayer de les faire germer. J'arrivais jamais parce que je m'y prenais, j'avais aucune connaissance, je m'y prenais n'importe comment. Mais voilà, cette passion jardin qui était quand même toujours là. Et puis mon père qui m'a beaucoup amené au potager aussi. Et ça, c'était trop, trop chouette. Et à fur et à mesure de mon entrée dans la vie professionnelle, on va dire, c'était constitué de beaucoup de projets divers, entrepreneuriaux, mais vraiment, à un moment donné, avec mon ex-compagnon, on avait créé une maison d'édition, on avait créé une guinguette, enfin, on s'est lancé sur plein de trucs différents. Moi, j'ai fait de la création de sites web un petit peu aussi. Enfin, vraiment, c'était plein de trucs différents. Euh, Jusqu'au moment où c'était vraiment trop incertain et je me suis dit, allez, j'arrête, je prends un job à temps plein dans une biocoop. Et là, j'ai travaillé 3 ans et demi et puis j'ai pas résisté très longtemps à, dans mon coin, recommencer à faire une petite entreprise. Et là, pour la première fois, c'est vraiment tous les éléments de ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire à la fois le jardin, les fleurs, les graines et le dessin qui se sont combinés naturellement. En fait, j'ai pas vraiment, ça s'est fait comme ça. J'ai pas réfléchi à un gros business plan. J'ai juste commencé à faire le truc dans mon coin pendant que j'avais un CDI dans une biocoop. Et puis petit à petit, ça a grandi comme ça, mais j'ai vraiment commencé tout 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 petit. Ouais. Et c'est peut-être le plus sain et le plus juste aussi à vivre pour soi, plutôt que de brûler tous ces bateaux. Alors ça dépend des personnalités, mais il y a effectivement beaucoup de personnes qui, comme toi, ont besoin de cette stabilité, de cette réassurance du CDI, de l'argent qui rentre, de voilà le quotidien un peu classique. Et puis d'à côté, pouvoir s'épanouir complètement dans quelque chose qui les anime, sans avoir vraiment d'enjeu derrière. Et Tout à d'y fait. aller à Bah, à fond. ce moment-là, c'était vraiment ça. En sachant que mes parents ont été à leur compte et entrepreneurs toute mon enfance aussi, donc j'avais quand même cet exemple-là, comme quoi on pouvait vivre comme ça et comme quoi c'était presque
pour moi, dans mon imaginaire, beaucoup plus normal de travailler depuis Hmm. la maison et d'avoir toute flexibilité et tout ça. Donc c'était presque plus la surprise de prendre un emploi salarié et d'avoir cette stabilité qui à ce moment-là m'a fait beaucoup de bien après des aventures entrepreneuriales qui partaient dans tous les sens et qui étaient très éprouvantes. Euh, et du coup, ouais, c'était après la Biocop, c'est un peu la première fois où j'ai commencé à faire les choses petit à petit, vraiment en croissance naturelle, quoi. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en effet, d'avoir cette stabilité, de commencer petit, mais ça n'a pas toujours été comme ça, quoi. Je suis passée d'abord par plein de stades, plein d'aventures, plein d'échecs très durs, avant que ça se fasse comme ça, petit à petit. Et quand j'ai commencé ça, du coup, pendant que je travaillais à la Biocop, j'avais pas prévu d'en faire mon métier, j'avais pas... vraiment, j'ai commencé parce que j'avais envie de faire ça et que ça me faisait plaisir, quoi. Hmm. Et tu me tends une excellente perche. Qu'est-ce qui t'a été le déclic de OK, bah, j'ai plus envie de travailler à la Biocop, peut-être que je n'ai plus besoin. Et le jardin des amoureux, j'ai envie de lui donner une vraie et grande place dans ma vie et dans la vie d'autres personnes et d'en faire vraiment une marque, un univers qu'on a Ouais. continué à co-créer et que tu portes aujourd'hui avec à la fois une passion, une humanité, une créativité et un sens de l'entrepreneuriat assez dingue, Mm. qui est hyper inspirant sur plein de points. Et Mhm. moi, j'étais ravie d'entrer dans cette aventure, de découvrir les coulisses de tout ça, de comment on allie vraiment cet amour de la nature, cette créativité immense et ce côté très business. Et c'est une belle preuve aussi qu'on peut allier tout ça, sans devoir faire de concessions. Mm. Eh ben, écoute, bonne question. Ce qui s'est passé surtout, c'est que dans mon emploi salarié, on m'avait donné de plus en plus de responsabilités sur les 3 ans et demi où j'ai travaillé là-bas. Et j'adorais ce magasin, j'adorais mon équipe, j'avais une très bonne relation avec le patron aussi, et ça se passait jusqu'à un certain point très bien. Mais en étant responsable de magasin la dernière année et avec une équipe qui était pas stable, une ambiance qui était de plus en plus difficile, c'était trop en fait. Donc Mm. c'était vraiment l'emploi salarié qui allait plus au bout d'un moment et jusqu'à un point où j'étais là, genre bon mais là c'est ridicule, il faut que j'arrête, c'est trop quoi, j'en peux plus. Donc c'est plus ça qui s'est passé en premier. Et je pense qu'en parallèle, derrière ma tête, j'avais un peu le truc de bon, ben, de toute façon, je suis pas vraiment, jamais vraiment prévu d'être salariée toute ma vie. J'ai cet autre projet qui se passe quand même de mieux en mieux. Ça fait 2 ans et demi que je travaille sur le jardin des amoureux, un peu sur mes soirées, sur mes week-ends et tout ça. J'étais là, bon, bah, peut-être que ça le fait, quoi. Et, ouais, c'était assez organique encore une fois entre ces deux choses-là, quoi. C'était Mm. vraiment les deux, à la fois le jardin des amoureux, ça augmente, et à la fois dans mon travail salarié, ça va plus, j'en peux plus. Et j'ai appris énormément à la Biocop aussi. J'ai appris notamment sur le côté commercial et de travailler avec des fournisseurs et de travailler avec des stocks et de passer des commandes et de gérer tout ça. Tout ça, j'ai appris aussi beaucoup grâce à la Biocop et grâce à mon patron à ce moment-là qui m'a beaucoup transmis aussi. Et tout ça, ça m'a servi. Et donc, je sais pas, au bout d'un moment, ça s'est tout s'est assemblé, en fait. Et j'étais là, genre, bon, il faut que j'arrête de travailler dans le magasin. Et c'était naturel de rebasculer sur un mode de vie d'entrepreneur. Et j'avais déjà beaucoup plus de stabilité intérieure. Et c'était cette fois-ci un projet que je portais toute seule et pas avec mon ex-compagnon. Et du coup, tout ce que j'ai appris avec lui, j'ai pu le distiller à ma manière. Et vraiment, pour le coup, lui, il voyait en général les choses vraiment en grand. Et moi, j'essayais de ramener du petit à petit, du pas à pas. Mais là, j'ai pu vraiment faire du pas à pas à ma manière. Mm. Et Et ça a été quoi, du coup, ouais. les premiers pas, tu vois, pour une personne qui a envie de lancer aussi que ce soit une boutique en ligne, quelque chose dans la papeterie, dans la création, dans la céramique, dans l'art, dans les bijoux. Voilà, ce serait quoi les premiers conseils que tu aurais? Parce qu'autant, quand on est dans l'accompagnement, dans la thérapie, il y a plein de choses qu'on n'a pas à gérer, tu vois, les stocks, les fournisseurs, le BFR, le besoin en fonds de roulement, les anticipations, les commandes, tout ça, il n'y a pas. Il y a d'autres merdouilles, hein, clairement. Mais il n'y a pas tout ça. Donc, on l'apprend pas non plus à l'école. Est-ce que toi, tu aurais des petits tips un peu pour nous emmener dans l'envers du décor bah, de cette créativité, de cette création-là? Ben, écoute, moi, vraiment, quelque part, la seule méthode que j'ai appliquée dès le début, c'était de commencer minuscule. Donc, Mhm. j'avais un jardin qui faisait, je crois, la première année, vraiment 10 mètres carrés. Enfin, vraiment minuscule, minuscule, quoi.
plus petit que la moitié de mon salon, on va dire. Euh, J'avais seulement quelques variétés et je m'amusais. Donc je testais des trucs. Il y avait la moitié des fleurs que j'avais déjà cultivées, certaines que j'avais pas du tout cultivées, plein de choses qui ont marché, pas marché. Je faisais des tests de germination un peu au ressenti. Comment dire? Il n'y avait pas d'enjeu à ce moment-là. Donc je m'amusais, je testais. J'avais un peu des images qui me venaient aussi parce que l'inspiration me vient de manière très visuelle souvent. Des images qui me venaient de qu'est-ce que j'avais envie de faire comme étiquette, de quoi à quoi j'avais envie que ressemble le minuscule univers à ce moment-là, des quelques sachets de graines et des quelques illustrations. Et j'ai juste commencé à chaque fois par faire un tout petit truc. Et puis je me suis pas tout de suite formalisée dans tout ce qui était administratif. Donc vraiment, j'ai fait mes petites expérimentations. Et puis, à chaque fois que j'en avais l'élan, je me suis dit, OK, je vais chercher un peu plus comment ça marche de vendre des produits agricoles, qu'est-ce qu'il faut que je déclare, comment ça marche la chambre d'agriculture. J'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur, donc en tant qu'artisan, je savais déjà comment ça pouvait être. Mais voilà, petit à petit, j'ai fait des petites recherches complémentaires. Et puis, au début, je me suis pas tout de suite lancée avec mon site web, j'étais sur Etsy, ce qui est une super plateforme pour débuter pour tout ce qui est artisanal, parce que ça offre plein de visibilité. Mm. Euh, Même s'ils prennent aussi une grosse commission. Donc voilà, il y a plein de. Mais il n'y a pas à créer un site web. Donc c'est Ouais. ça qui était. Ça Après, qui tu as est... une grosse concurrence aussi. Tu as une grosse Il y a commission une et grosse une grosse concurrence, concurrence. mais Mais une visibilité. c'est ça. Et l'avantage pour moi, c'est que j'ai. Enfin, c'est avantage, inconvénient selon les situations, mais j'ai toujours eu un pied dans deux niches différentes, on va dire. Enfin, un pied vraiment dans le côté agriculture à petite échelle, production agricole, et un pied dans tout ce qui est artisan, créateur, artistique, aquarelle. Et ce qui veut dire que j'ai quasiment zéro concurrence de exactement pareil. Plein de concurrence des deux extrêmes. Genre, il y a plein d'artistes, il y a plein d'aquarellistes, il y a plein de gens qui produisent des graines de fleurs, surtout des grosses entreprises, mais Mm. il y a très peu de concurrence sur exactement la combinaison de ce que je fais. Donc ça, c'était un avantage quand même. Mais je trouve que c'est un truc qui se trouve assez rapidement quand tu es entrepreneur et que vraiment tu suis tous les ingrédients que tu as naturellement à l'intérieur de toi, en fait. Enfin, c'est à partir du moment où j'ai vraiment commencé à combiner tous les trucs qui m'appartenaient vraiment qu'il y a cette chose spécifique qui est née, quoi. Mm. C'est intéressant que tu dis ça, que toi, tu aies la sensation que ce soit simple et évident. Parce que pour toi, peut-être ça a été une évidence. Moi, je rencontre énormément de personnes, que ce soit des thérapeutes, des accompagnants, des créateurs, créatrices comme toi, même des chefs d'entreprise, qui en fait ont juste l'impression d'être perdus dans la foule. Parce que ils sont pas autorisés à avoir cet élan de créativité que toi tu portes, j'ai l'impression depuis toujours. En tout cas, de ce que je connais de toi, la petite Eva, elle avait déjà cette créativité, cet élan, cette écoute d'elle-même. Euh, et tu ne te fixes pas les barrières que d'autres se fixent. Et ça a été une grande joie pour moi à découvrir au fur et à mesure de nos échanges et de l'accompagnement, c'est que t'as une idée, t'y vas. T'as envie de ça, t'y vas. T'as envie de ce changement-là, bah ok. C'est peut-être un peu compliqué, on brainstorm, on voit ensemble une nouvelle stratégie. Tu vois, quand t'es venu vers moi tu vendais beaucoup de graines. À la Ouais. base, enfin, il y a quelques mois, quand on a commencé l'accompagnement, c'était essentiellement ton activité tournée vers la vente des graines que tu avais avec les fournisseurs, etc. Et puis tu me disais, mais le côté créatif, il me manque. Oui. Et en fait, c'était juste une question de petit blocage de OK, j'ai envie de le remettre, comment on fait? On retrouve ce positionnement et ce business model un peu différent. Mais il n'y a pas la question de ah, mais est-ce que c'est vraiment un métier? Ouais, mais j'ai pas le droit, mais on me connaît pour ça, et maintenant j'ai ma marque là-dedans. Si je rajoute ça, les gens vont pas comprendre. T'avais pas forcément toutes ces questions-là qui t'empêchaient complètement d'avancer. Et ce positionnement, en fait, c'est beau quand il est naturel, et quand il est pas là, on l'a tous en nous-mêmes. Et là, je parle plutôt aux personnes qui nous écoutent, c'est que à partir du moment où on s'autorise vraiment à allier tout ce qu'on est et à faire des mélanges complètement atypiques que les autres peuvent ne pas comprendre ou qui peuvent sembler un peu cinglés, un peu démesurés, c'est là où on trouve notre voix à nous, notre singularité. Et je me bats vraiment pour ça et je vais continuer de plus en plus à ce que chacun, chacune trouve, dévoile et amplifie sa singularité à elle, à lui, comme toi tu l'as si bien fait depuis le départ. Et ensuite pouvoir jongler entre ces différents univers.
Et, et donc oui, c'est très beau que ce positionnement il soit juste évident, simple et naturel pour toi. Et c'est un très bel exemple, encore une fois, de oui, en fait, c'est juste nous-mêmes qui, et nos questions et nos il faut et nos je dois qui nous empêchons en fait de créer l'univers pour nous-mêmes et pour les autres qui va nous faire vibrer et nous permettre d'avancer. Ouais. Il y a un truc qui me vient à te partager par rapport à ce que tu dis aussi. En tout cas, ça m'y fait penser. J'ai fait, il y a une dizaine d'années, une formation en permaculture. Mm. La permaculture qui est assez, qui est un concept beaucoup plus large que juste l'agriculture. C'est vraiment quelque chose qui s'applique euh, à toute partie de la vie ou à toute partie des projets. On peut l'appliquer. Euh, et il y a quelques principes sur la stabilité, la durabilité, la résilience que je vois que ce sont des choses que j'ai vraiment intégrées aussi dans mon travail. Et notamment le fait de, comment dire, pour simplifier, de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'applique beaucoup quand j'avance dans mon travail et dans la créativité. C'est, il y a toujours plusieurs moyens de répondre à un besoin. Il y a toujours plusieurs stratégies en place pour, comment dire. Bon, je me perds un peu là. Peut-être c'est, peut-être que c'est un mot que tu pourras enlever pour le coup Ouais, parce que il je n'y a me pas de suis perdue souci. dans mon fil de pensée. Euh, laissons tomber. Si ça revient, ça revient. Je Ouais, te mais laisse c'était continuer sur intéressant. la question que tu voulais. Ouais, non, cette permaculture qui s'applique à tous les projets. Et comment on applique cette permaculture à tous les projets? Tu vois, un projet entrepreneurial, c'est quoi la permaculture entrepreneuriale? Mais j'ai plus, ça date un petit peu, donc j'ai plus tous les concepts, tous les principes de la permaculture en tête, mais déjà il y a de l'optimisation, donc l'économie de son énergie. Si on Hmm. peut faire une action qui sert à plusieurs choses, on optimise de cette manière-là. On choisit, ça je sais que c'est quelque chose dont tu peux parler toi souvent aussi. On choisit de faire les activités qui nous nourrissent et on voit celles qui nous coûtent le plus d'énergie ou le plus de ressources et on essaye de recentrer et de voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Ouais. Et on essaye de diversifier pour pas que tous nos revenus ou toute notre activité ou tous nos clients viennent du même endroit ou tout, enfin voilà, qu'il y ait plusieurs choses en place pour que, par exemple, on soit pas 100% dépendant d'Instagram ou 100% dépendant de notre mailing list ou 100% Hmm. dépendant d'un seul marché qui se produit dans un seul village ou des choses comme ça. Donc toute la diversification, pour moi, elle est vraiment très très large. C'est pas forcément complètement voulu et je pense que je peux perdre un peu d'énergie parfois dans mon trop de diversification aussi, mais ça permet d'être très organique et de mieux être résilient face aux changements aussi extérieurs. Hmm. Donc face à la fois que ce soit un changement euh, qui se passe, disons, telle plateforme qui d'un coup fonctionne moins bien et ramène moins de clients, ou tel marché qui était prévu qui finalement ne marche pas, ou telle boutique qui me vendait des graines qui finalement a changé de plan, ou telle boutique qui vendait des graines et qui finalement a besoin de beaucoup plus. Et je peux parce que pour tel autre endroit, j'avais prévu plus de quantité et voilà, ça s'organise de manière assez organique et c'est ça aussi euh, qui, moi, m'a servi beaucoup à grandir de manière, entre guillemets, naturelle. C'est de diversifier, d'ouvrir plein de portes et de laisser la vie un peu m'indiquer. Genre ça marche, ça c'est le bon endroit, ça finalement j'y perds plein d'énergie et c'est pas top. Et voilà, tester T'as un beaucoup de exemple choses. concret? Tu vois, que ce soit là, par exemple, au niveau de ton business model, on va dire tes offres, tu avais les Oui, graines, tu avais quelques aquarelles. Nous, oui, ensemble, enfin, tu es arrivé avec l'idée aussi de la lettre mensuelle. Est-ce que tu peux un oui, peu nous expliquer comment ça s'est fait au fur et à mesure le développement du Jardin des Amoureux, au niveau physique, enfin, au niveau des produits? oui. Bah, ça a commencé vraiment par les graines. Donc Mm. quelques graines Donc, tu avais un pour produit mon petit phare, en jardin. fait. Tu t'es Pardon? concentré sur un produit phare Oui. et une spécialisation. C'est ça. Mm. C'était juste ma première idée toute simple. Le truc qui m'était venu, c'était ça. Sans plus me poser de questions, je me suis dit, voilà, c'est ça qui me vient. Il y avait zéro enjeu à ce moment-là. Mm. Donc je me suis dit, je crée ce truc-là qui me vient en tête et puis on verra ce que ça donne. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je pense qu'il y a quand même quelques années qui se sont passées avec que ça. Mm. Vraiment. Tout, Donc effectivement, tu as bâti ta première visibilité, ton premier positionnement, c'était les graines.
avec déjà ces illustrations à l'aquarelle pour les Oui, étiquettes? tout à Ok, fait. Mais donc c'est tu avais vraiment déjà une avance. l'idée des graines de fleurs et des illustrations me sont venues en même temps, quoi. Enfin, Ok, c'était donc un seul tu truc avais dans ma tête. direct en fait l'univers Ouais. singulier, unique que tu as encore et qui t'a permis de grandir, de t'épanouir, de développer plein d'autres projets en gardant en fait une base solide, Ouais. une Oui, en effet. cohérence. C'est devenu solide. Ouais, oui, c'est de la C'est solidité. devenu Non, mais solide, tu vois, ouais. il y a cette Ouais. cohérence et du coup, les personnes qui sont là depuis le départ ont gardé ce lien avec toi et le Jardin des Amoureux. Puis il y en a plein d'autres qui ont pu arriver au fur et à mesure dans ton univers. Oui, tout à fait. Donc ça, je pense qu'il y avait au moins 2 ans et demi, voire 3 ans de juste les graines, Mm. avec les sachets illustrés. Et ensuite, je pense que j'ai commencé par les cartes postales en premier. Donc, j'avais pas le temps ou l'espace mental de me lancer dans des nouvelles illustrations pour faire des cartes postales. Mais il y a des gens qui me disaient, oh, j'adore ce que vous faites, mais j'ai pas de jardin et j'ai pas tellement envie de jardiner, mais j'ai envie d'avoir vos illustrations. Donc, littéralement, c'est ça qu'on me disait assez souvent. Et je me suis dit, bon, d'accord. Donc, j'ai commencé à faire juste des cartes postales avec les illustrations des sachets de graines en plus grand, parce qu'en général, elles sont d'origine plus grandes que ce qu'il y a sur les sachets, et à proposer les cartes, du coup, en même temps que ce que je vendais les graines. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Le guide de semis en deuxième. Donc ça, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, où on me posait souvent les mêmes questions, parce que j'ai beaucoup de jardiniers débutants qui viennent et qui me disent oh, j'ai toujours eu envie de faire ça, mais je sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce qu'il me faut comme terre? Est-ce que j'ai besoin de semer d'abord dans des petits pots et après de repiquer en pleine terre? Toutes les questions qui revenaient très 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 souvent, je les ai regroupées dans un petit livret qui m'a mis à peu près 1 an à écrire, je pense, en parallèle des autres activités, et à illustrer, à mettre en page, à corriger tant bien que mal et à faire imprimer. Et ça, c'est un gros élément aussi pour moi maintenant d'avoir ce guide-là que je peux vendre en parallèle des graines et qui résume toutes Ouais, les c'est un réponses de tes aux questions de best-sellers et base. puis il n'a Ouais, pas de date, il n'est pas saisonnier, contrairement à tes graines, où là, il mais faut c'est ça. bien comprendre, et ça c'est le cas, j'en parlais hier d'ailleurs en coaching avec une autre cliente qui s'étonnait en fait d'une certaine manière il y a des mois où ça explose, il y a des mois beaucoup plus calmes, et en fait, dans tous les domaines, il y a une certaine saisonnalité. Au Oui, ski, par exemple, on la connaît, à la mer, on la connaît, mais même dans les domaines entrepreneuriaux, que ce soit le tien, que ce soit des thérapeutes, des accompagnants, que ce soit d'autres créateurs, créatrices, il y a euh, ce côté un peu haut et bas tout au long de l'année. Et selon les domaines, bah, ça se ressemble ou pas. Mais c'est vraiment à accepter bah, toi, t'as pas les mêmes graines, en tout cas toute l'année. Il y a des saisons un peu complètement off. Et du coup, oui. ça te permet aussi d'avoir des revenus plus lissés au fur et à mesure de l'année. Et de pas avoir des gros pics et soudain plus rien. Et après, c'est pendant notre accompagnement ensemble qu'il y a d'autres articles de papeterie encore qui sont arrivés, dont en effet l'abonnement de la carte mensuelle, qui pour le coup est vraiment une illustration inspirée de la saison en cours par mois avec un sticker et un autre article de papeterie, qui sont pour moi aussi et c'est ça que je cherchais aussi, un petit challenge créatif chaque mois de vraiment créer quelque chose de nouveau, en plus qui contient pas forcément des fleurs, mais qui est juste de l'aquarelle. C'est toujours lié à la nature d'une manière ou d'une autre, mais qui sort un peu de ce que je faisais. Et qui est du coup plus d'articles du côté artistique encore. Ouais. Euh, et ensuite des affiches, des choses comme ça, c'est venu petit à petit. Mais j'ai vraiment dû accepter que, et ça c'est quelque chose qu'on avait vu ensemble aussi, de créer un petit truc par mois, nouveau. Ouais. Et ça, c'était dur pour moi d'accepter que je pouvais pas tout réaliser d'un coup, toutes les idées qui me venaient dans ma tête. Et du coup, je commençais pas parce que je me disais c'est trop gros, j'arrive pas et puis j'ai pas le temps. Et donc de commencer par un petit truc et un petit truc. Et en fait, en 1 an, 12 petits trucs font vraiment une grosse nouvelle gamme en Ouais. fait. Ouais, et Et aujourd'hui, voilà. on va sur ta Oui, boutique. D'ailleurs, je c'est vous ça. invite tous à aller visiter la boutique du Jardin des Amoureux. Il y a le lien directement sous l'épisode, là, dans les notes. Effectivement, aujourd'hui, tu as une boutique extrêmement remplie. Mm. Alors qu'il y a quelques mois, quand on s'est rencontrés, bah, t'avais les graines, t'avais les cartes Surtout les postales. graines. Ouais. C'est ça. Et du coup, là, tu l'as étoffé. Et je me souviens, je crois que c'était à peu près en août, où tu es arrivé avec toutes ces idées. Et tu me disais, mais en fait, j'arrive à faire rien du tout. Parce que je suis perdue, j'ai envie de tout faire, mais je fais rien, je suis bloquée, je sais pas comment y aller. Et on a Mm. mis en place ce plan d'action, on a réfléchi à la stratégie en fonction de la saisonnalité, en fonction de ce qui arrivait dans les mois futurs, en fonction de ta vie aussi, qui, Ouais. euh,
qui est juste la première des bases presque. Est-ce que tu as des choses de prévues déjà pour toi? Est-ce que tu connais ton énergie aussi? Peut-être qu'en novembre, tu as un peu moins d'énergie. Donc, comment on gère ça pour que ton entreprise continue de tourner et qu'en même temps, toi, tu sois pas sous l'eau et tu respectes cette énergie parce que c'est Ouais. important pour toi. Donc, il y a vraiment cette adéquation entre toi, l'humaine que tu es, tes envies d'entrepreneur, la réalité du marché aussi. euh, qui sont à prendre en compte et on a pu faire ce Ouais. planning-là qui a très bien fonctionné, il me semble. Oui, c'est très bien D'après ce que je fonctionné. vois Ouais. encore aujourd'hui, Clairement. Hmm. trop bien. Euh, je vais revenir, rebondir sur cette enveloppe mensuelle. Je me souviens que c'était une époque où la créativité te manquait, Ouais, où tu avais carrément. besoin de créer. J'avais l'impression de faire tout le temps la même chose, en effet. Ouais. Quelle place aujourd'hui, du coup, a la créativité dans ta vie et même au-delà de ça, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois, au-delà des choses à vendre, pourquoi la créativité est tellement essentielle pour toi dans l'entrepreneuriat en règle générale? Bah, pour moi, déjà, l'entrepreneuriat, ça fait partie de mes expressions de créativité. Hmm. Parce que même inventer une nouvelle gamme de graines ou dessiner un présentoir pour vendre des graines, c'est des choses qui font partie, pour moi, de la créativité déjà. Tout comme designer mon jardin et penser à comment j'ai envie de planter mes fleurs cette année, ça fait partie de la créativité. Et c'est ça qui a fait aussi, je pense, que j'ai pu me passer de dessiner pendant très longtemps, parce que j'avais d'autres manières d'exprimer de la créativité. Et pendant longtemps, pour moi, dessiner, même pour les sachets de graines, ce qui était pourtant assez, entre guillemets, simple pour ce que je sais faire, c'était les moments où j'avais toutes mes angoisses qui remontaient et je m'asseyais pour faire un dessin et j'avais tout mon corps qui se tendait, tout ma poitrine qui se contractait et j'arrivais à peu près à accomplir les dessins que j'avais besoin de faire sur ma to-do list, mais il y avait zéro joie, quoi. Hmm. Ça, je pense que grâce à la psychothérapie, la méditation, le coaching et le temps, ça s'est détendu petit à petit. La pratique aussi, mais la pratique avec de la douceur pour moi-même, c'est-à-dire sans me forcer à comment dire, passer de force à travers les angoisses, mais à y aller en douceur. Ça s'est détendu. Et pour moi, la carte mensuelle, justement, c'est une grosse manifestation de ça Hmm. que aujourd'hui, je prends vraiment plaisir à avoir ce challenge créatif mois par mois où je dessine et que c'est quelque part encore plus angoissant que juste la photo de la graine qu'il faut que je dessine pour sur le sachet parce que c'est hyper spécifique et guidé quoi. Là, c'est vraiment carte blanche. Je sais pas comment dire, ça me nourrit beaucoup. Euh, J'ai l'impression que ça donne du sens aussi parfois un peu plus à ce que je fais à un niveau plus profond, plutôt que la vente. Je peux m'ennuyer assez vite de la vente fin décembre après avoir fait plein de marchés. J'étais là genre ah j'en peux plus d'être devant les gens et de même si je suis pas une grande commerciale donc je vends pas beaucoup. Franchement je laisse les trucs se vendre assez tout seul. Mais j'en pouvais plus d'être juste devant les gens à, comment dire, à proposer des produits à vendre. Et quand je crée des choses nouvelles, des choses qui sont, comment dire, de l'inspiration qui vient un peu tout seul aussi, j'ai l'impression de me mettre au service d'autre chose Hmm. et de d'être dans un domaine plus joyeux, plus léger, plus subtil, ça s'allie à tout le reste. Hein, c'est pas du tout opposé, mais ça me nourrit d'une autre manière, ouais. Ouais. Moi, ce que j'entends, et tu me dis si j'ai raison ou pas du tout, et c'est complètement possible aussi, bien sûr, c'est qu'en fait, déjà, tu le vois comme un challenge et non pas comme une obligation. Donc, il y a quelque chose de pétillant à l'intérieur et pas de lourd à porter. Et ensuite, il y a une vraie ouverture. Il y a cet engagement envers les personnes qui sont abonnées d'envoyer une fois par mois quelque chose. Mais il n'y a pas d'engagement sur la thématique ou qu'est-ce que ce sera exactement. Il y a juste cette porte ouverte et toi tu y entres et tu vois ce que tu y trouves et ce que tu as envie d'y créer. Et du coup, il y a vraiment le businessment parlant, c'est hyper intéressant, ça te permet d'avoir un abonnement et du coup des revenus récurrents, d'avoir un vrai lien avec les gens, d'offrir des surprises parce que toi quand tu m'en as parlé, tu étais abonné toi-même à deux ou trois illustratrices que tu appréciais, il y avait Oui, cette joie à chaque fois de découvrir l'enveloppe du mois de la personne.
que tu voulais aussi offrir à ta communauté. Et du coup, il y avait ce lien aussi humain que tu voulais tisser et de partager quelque chose peut-être d'encore plus profond que, entre guillemets, simplement l'illustration de graines qui existent déjà et là de créer des univers et de en partageant ton univers à toi. Et du coup, il y a Ouais. ce bel équilibre, cette belle harmonie entre une certaine forme de pression, d'obligation, parce qu'on fonctionne aussi comme ça, on a besoin de deadline et de choses comme ça pour créer, et en même temps, cette liberté de créer ce que tu Ouais, as envie de créer toi. ouais, tout à fait. Et pour tout dire, quand même, c'est pas comme si tout stress avait quitté le fait de peindre et de dessiner et que cette carte mensuelle, c'était que de la légèreté non plus. Euh, Ça m'arrive régulièrement d'attendre un peu jusqu'au dernier moment de faire les peintures et tout ça, soit parce que j'ai oublié, soit parce que j'ai pas eu le temps, soit parce que les circonstances, peu importe. Mais ça m'arrive d'oublier aussi et de me dire, on est le 10 du mois, j'envoie le 20, il faut que je dessine, il faut que je décide, que je découpe, que j'imprime, que j'envoie, ça. Et surtout, en fait, aujourd'hui, il y a quand même un stress qui peut venir avec la carte mensuelle, surtout quand j'attends longtemps avant de la réaliser par rapport aux dates. Et c'est surtout lié au fait que j'ai peur que ça soit pas à la hauteur ou de décevoir les gens qui se sont abonnés, qui ont bien aimé les premières cartes. Donc, est-ce que la carte que je vais faire là maintenant, est-ce qu'elle sera à la hauteur? En plus, il me reste plus que 3 jours pour la faire, donc je vais pas pouvoir la refaire 15 fois non plus. Et ça, c'est aussi la pratique et l'entraînement où j'ai vu qu'en fait, même quand je suis stressée et que je me mets à la faire, il y a certaines cartes maintenant qui sont mes préférées, où je sais que pendant, je suis là, genre, c'est nul, ça va ressembler à rien, c'est vraiment, oh là là. Et puis en fait, une fois que c'est fini, je suis là, mais en fait, c'est ma préférée. Donc voilà, ça aussi, en conseil pour les gens qui se lancent dans des projets créatifs comme ça. Quand on est dedans, on n'a pas forcément le recul. Il s'agit de savoir se rassurer, de savoir avoir de la patience avec soi-même, de savoir ne pas tout rouler en boule et recommencer 10 fois avant d'aller jusqu'au bout, d'avoir la confiance et de s'entraîner à s'observer et de savoir, ok, bah, en plein milieu du dessin, je peux avoir ce stress-là qui apparaît. Ça ne veut pas dire que tout est nul et que je dois recommencer et que je sers à rien et que je sais plus faire ce que je fais et que voilà. Mm. Et puis peut-être te rappeler qu'il n'y a aucune hauteur à atteindre, que les gens ne savent pas ce que toi tu aurais aimé potentiellement faire en plus, en mieux, en je sais pas quoi, et Ouais, qui en sont effet. déjà très certaement ébahis de ce que tu Mais aurais ça, réalisé. j'ai un peu plus de mal à me souvenir de ça, tu vois. Mais t'as raison de le dire. J'enregistre. Voilà, je n'ai pas assez répété encore. Tu as parlé un peu tout à l'heure de tes angoisses de santé mentale. Ça a été aussi et c'est toujours un grand sujet, peut-être dans ta vie et dans ton parcours entrepreneurial dont on a beaucoup parlé. Est-ce que tu peux expliquer comment toi tu le ressens? Je sais qu'il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas au niveau de tes émotions, beaucoup de joie et parfois beaucoup de doutes d'un coup et très peut-être ressenti violemment. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ce que toi tu vis? Eh ben, depuis aussi longtemps que je me souvienne, je sens tout ce qui se passe dans ma vie et tout ce qui se passe intérieurement très fort. Ce qui va dans les deux sens, ce qui va dans le sens de la joie et dans le sens de la difficulté. Euh, Pendant très longtemps, je me suis dépatouillée un peu toute seule avec ça, avant de chercher un soutien d'une psychologue ou thérapeute. Là, je suis en gestalt thérapie depuis 3 ans et ça m'apporte énormément, c'est trop bien. Euh, Et me dépatouiller avec ça voulait surtout dire me renfermer sur moi, moins faire, moins dire, moins partager avec les autres, moins communiquer. Et ça, c'était tout un chemin pour comment dire, me réouvrir au monde, quand même oser commencer des projets en sachant que les aléas de la vie, les aléas de ce que je sentais à l'intérieur, ça allait faire ça. Et que oui, j'allais me décourager, j'allais avoir des doutes. Et voilà, donc au tout début, ça a demandé vraiment des tout petits bouts de courage comme ça pour quand même faire des premiers pas. Euh, et puis, c'est une acceptation globale que tout ce qui se passe dans ma vie perso a une énorme influence et peut souvent prendre le pas sur ma vie pro. Et j'ai pas vraiment cette capacité à séparer les deux et à me dire, voilà, maintenant il est 9 heures du matin, j'éteins ma vie perso, je commence mon travail, je pense à plus rien. Mon énergie est tellement affectée par ce qui se passe intérieurement euh, qu'il faut que je le prenne en compte en fait. Et du coup,
aujourd'hui, tout mon rythme de travail et toute ma manière d'être entrepreneur, elle est influencée par ce que j'ai décrypté de mon mode d'emploi intérieur. Euh, je sais pas par où commencer. Éventuellement, je peux décrire un peu comment je fonctionne, du coup, les trucs que j'ai trouvés pour moi. Ça peut peut-être servir à Ouais, tous parce est-ce que que... tu peux déjà expliquer ce que c'est pour toi une grande joie et un grand bas avec Ok, tes mots et en gardant ton intimité ouais. évidemment. Mais tu vois, parce qu'en tant qu'humain, on a tous des hauts et des bas et on peut se dire c'est très banal. Et puis il y a quand même une échelle de des petits hauts, des petits bas. À la fin de cette Ouais. échelle, tu as peut-être une dépression ou une sorte de schizophrénie, voire une vraie schizophrénie. Et puis entre les deux, tu as plein de typologies de, de, de vécu, on va dire, de ressenti. Et comment toi, pour que les personnes puissent aussi peut-être mettre des mots ou accepter plus facilement les choses, comment toi tu vis ces hauts et ces bas? C'est quoi? Ouais, carrément. Alors pour moi, les hauts, ils sont très productifs en créativité parce que c'est des moments où j'ai l'impression, physiquement, j'ai l'impression un peu d'avoir mes doigts dans une prise électrique. Genre, c'est très intense. J'ai l'impression d'avoir plein d'énergie, de pouvoir faire 10 000 trucs en même temps. Plein d'idées, plein de choses que j'ai envie de réaliser, tout paraît possible, enfin hyper hyper intense. Je peux réaliser ma to-do list de 3 semaines en 3 jours et ça peut aller jusqu'à un très haut qui déborde entre guillemets où c'est tellement intense que après ça bloque, ça bouchonne, j'arrive plus à rien faire parce que c'est trop intense, il y a trop de pensées, je dors plus. Euh, Du coup, je suis fatiguée, mais je suis fatiguée comme les enfants qui n'ont pas envie de dormir et qui n'arrivent pas à se coucher parce qu'ils sont surexcités, parce qu'ils ont mangé trop de sucre, enfin, tout ça. Donc les hauts peuvent être très intenses comme ça. Et Ou c'est alors, quoi? Est-ce que du coup ouais. tu dors pas pendant 3 jours? Est-ce que à 5 heures du mat t'es déjà au boulot? Est-ce que t'es tout le temps debout? Enfin, tu vois, Oui, concrètement, qu'est-ce alors que... il peut y avoir de ça. Euh, et ça dépend un peu de est-ce que j'accepte là où j'en suis et je laisse faire, ou est-ce que j'essaye de quand même me coucher à 11 heures maximum et de quand même... ça marche pas, globalement, hein. Ça marche pas quand c'est trop intense. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est OK si à 23h30, je suis dans mon lit en train de faire des tableaux Excel sur mon entreprise dans les 2 ans à venir, dont je vais jamais me resservir d'ailleurs, mais il faut juste que je canalise toutes les choses qui me viennent à ce moment-là, que je sois active. Et je pense que ça s'auto-encourage. Genre, je fais plus de trucs du coup tard le soir et du coup, ça continue à tourner en ma tête. Je dors moins. Après, je m'endors à 7 heures du matin jusqu'à 10h30. Donc, tout est décalé. Quand c'est extrême, ça ressemble à ça. Hmm. Et là, je peux travailler en effet H24 presque pendant 3 jours, 4 jours, jusqu'à ce que d'épuisement, je puisse plus rien faire. Et il y a un effondrement vers l'intérieur, Hmm. euh, où pour le coup, c'est vraiment plus des symptômes euh, un peu comme de la dépression. J'ai pas, je m'y connais pas très bien en dépression clinique de à quoi ça ressemble, mais en tout cas, il y a tout qui se referme, il y a tout qui, c'est un shutdown général. Et plus rien n'a de sens, plus rien n'a d'intérêt, plus rien n'a de, comment dire. Et pour moi, dans mon expérience, aussi beaucoup d'angoisse. Donc peur de tout, peur de sortir de chez moi, peur de parler aux gens, peur de réussir le plus petit acte que je vais essayer de pas y arriver. J'essaye de me souvenir parce que là, ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé d'avoir une période aussi dark, mais je sais que ça a pu m'arriver aussi pendant plusieurs mois, presque en continu, mais avec des petits pics très très hauts, d'être dans autant de difficultés et c'est difficile à décrire. C'est vraiment, il y a beaucoup moins de mots à ce moment-là, quoi. Enfin, tout Hmm. c'est Il y a comme plus de goût on à baisse rien, il la y a plus de sens luminosité à au rien. maximum, et puis pour moi, il y a tout qui se renferme vers l'intérieur, et toute action vers l'extérieur est hyper difficile. Ok. Et ça se reflète bien sûr dans mon travail aussi. Hmm. Ok. Ouais. Et du coup, pour traverser tout ça, qu'est-ce qui t'a aidé? Alors, Ou peut-être plutôt parce que tu le vis encore à certains moments, qu'est-ce qui t'aide? Enfin, qu'est-ce que tu as mis en place en fait, tout simplement? hmm. Déjà, je pense que le principal déclic s'est produit pour moi, et aussi, c'était aussi grâce à la psychothérapie du coup.
c'est de me rendre compte que je ne suis pas mes humeurs, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées, et que c'est des choses qui sont pas, c'est pas de ma faute quand c'est comme ça. C'est pas que j'ai mal géré ma vie ou que je suis nulle ou que c'est comme ça en fait. J'ai pu, ça on en avait parlé aussi quand on était en coaching ensemble, m'intéresser à la cyclothymie parce qu'il y a beaucoup de choses que je vivais qui étaient très similaires à ce que font euh, l'expérience des gens qui ont de la cyclothymie, c'est-à-dire une forme différente de la bipolarité qui se manifeste sur des périodes très courtes et moins extrêmes que la bipolarité qu'on connaît niveau médiatique plus intense. Euh, Plein de choses similaires à ça qui m'ont permis d'extérioriser un peu tous ces symptômes ou toutes les choses que je vivais et de plus m'y identifier, de plus me Mm. dire il faut que ça change, il faut que j'arrive à stabiliser, il faut que c'est voilà, je vis les choses de manière très forte, très intense. Et c'est comme ça, pour l'instant, qu'est configuré mon corps, c'est comme ça qu'est branché mon corps, c'est comme ça que les choses fonctionnent à l'intérieur de moi, mais c'est pas ma faute. C'est juste, Ouais. c'est ça qui se Et c'est passe. pas grave non plus, et c'est pas anormal, et euh, c'est pas étrange, t'es pas à côté des autres, t'es pas moins bien que les autres, tu vois, il y C'est a pas de ça, comparaison, quoi. c'est ça. Et du coup, de créer un peu de distance entre mon être et cette expérience-là, c'est ça qui a fait le plus gros déclic, on va dire. Ensuite, il y a tout ce que j'ai pu faire plutôt côté organisationnel. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, prendre de la distance par rapport à ça et aussi ne plus essayer de changer ça et de plus essayer de devenir ce que je me disais que c'était d'être normal. C'est-à-dire Mm. d'avoir des émotions plus tempérées, d'avoir moins de hauts, d'avoir moins de bas, d'essayer de me coucher forcément très tôt, même si j'étais surexcitée, ou de me lever forcément très tôt, même si j'avais plus d'énergie qu'il fallait que je récupère. Voilà, de vraiment de commencer juste cette démarche à me distancier avec ça, d'observer avec plus de compassion et de moins essayer de contrôler. Donc ça, c'était vraiment la première étape. Ensuite, la deuxième étape, et ça a commencé depuis, je dirais toute ma vie, mais c'est d'apprendre mon mode d'emploi intérieur. Et ça, je conseille vraiment à tout le monde, tout le temps, de vraiment apprendre à se connaître soi-même pour savoir ce qui marche pour nous. Et notamment, pendant très longtemps, notamment dans tout ce qui est entrepreneur, on a beaucoup de conseils sur les miracle mornings, de se lever tôt, d'essayer de faire les trucs les plus difficiles en premier, de quelque chose de discipline, un rythme assez masculin, de poser les objectifs, d'atteindre les objectifs et un truc de foncer, foncer, foncer. Rien de tout ça ne me parle. Ça parle à certains hommes, ça parle à certaines femmes, ça parle à voilà ceux qui s'y reconnaissent et que ça aide, c'est trop bien pour eux. Moi, j'ai remarqué que rien de tout ça ne fonctionne pour moi. Ce qui ne veut pas dire que je suis sans cadre complètement, ça c'est pas le cas. Mais ce que j'ai remarqué pour moi, euh, franchement, c'est plus il y a de douceur et de compassion et d'écoute et de flexibilité, mieux je me sens. Donc ça veut dire que tous ces hauts et ces bas intérieurs, j'y suis hyper vigilante. Je suis toujours un peu en observation de OK, où j'en suis, qu'est-ce qui se passe et comment je peux aller avec le courant au lieu d'aller contre. Ce qui en soi est un mouvement qui atténue déjà, quelque chose qui adoucit. Ça veut dire que concrètement, il y a des matins où je me lève à 6h30, je fais ma méditation parce que ça fait partie de mon cadre. Je me lève, je nourris mes chats, je prends ma douche, je fais ma méditation, je prends mon petit déj. Ça, c'est stable. Mais par contre, parfois, c'est à 6 heures du matin et parfois, c'est à 10h30 du matin. Parce que un des trucs qui marche bien pour moi, par exemple, c'est de plus mettre de réveil le matin quand j'ai pas besoin. Globalement, je prévois toutes mes activités extérieures, tous mes rendez-vous, tous ces trucs-là l'après-midi parce que le matin, c'est là où je prends vraiment le temps de faire tout ce qui fait que je vais me sentir au top et que même je profite de ma vie déjà le matin, de pouvoir faire ça à mon rythme. Je remercie d'être entrepreneur, de pouvoir organiser ça comme je veux et bref, ça c'est génial. C'est mon miracle morning à moi, c'est d'être absolument flexible sur les horaires, sur le rythme, mais d'avoir mes quelques repères. De voilà, je mets les ingrédients des choses qui me font du bien. Je mange des aliments qui me font du bien. Je fais ma méditation parce que c'est ça qui me fait du bien. Et ensuite, je commence mon travail.
Et là, en général, je travaille en continu pendant toute la journée jusqu'à ce que je vois que ça fonctionne plus à l'intérieur. Et là, ça, c'est vraiment on va dire, la base de ce qui me fait du bien. Et ensuite, il y a tout ce qui est autour dans ma vie globalement, c'est-à-dire je vis dans un endroit entouré de nature, Mm. hyper calme, hyper silencieux, parce que c'est ça qui me correspond. J'habite aujourd'hui toute seule avec mes deux chats, et ça a atténué 80% de mes difficultés aussi. C'était la cohabitation à deux dans un petit espace qui était difficile. Euh, je passe du temps avec des gens avec qui je me sens bien. Je fais un sport que j'adore, qui me demande aucun effort psychologique dans le sens où j'adore y aller, je m'amuse. Je fais du badminton, c'est à la fois hyper cardio, à la fois je m'en rends pas compte parce que je suis tellement prise dans le jeu que je me régale. Donc je fais en général 2 grosses séances de sport par semaine. Je fais du vélo quand il fait beau et que j'en ai envie. Je sors le plus possible. Je vais dehors dès que j'en ai envie et dès qu'il fait beau. Et ça peut arriver que je zappe une après-midi de travail entière parce que juste il fait enfin beau et que j'ai envie d'absorber les rayons du soleil et que ça me recharge tellement. Et à part ça, oui, des choses simples aussi. J'ai jamais été trop buveuse de café, ni buveuse d'alcool. Ça, c'est des choses qui peuvent beaucoup accentuer les hauts et les bas aussi. Et maintenant que je le sais, j'y fais encore plus gaffe à ne pas aller vers ces choses-là qui me manquent pas du tout quand je les ai pas dans ma vie. Mais voilà, je sais que en plus, ça serait pire si je buvais du café, si je buvais de l'alcool. Et du coup, voilà, j'ai de la vigilance sur tous les points qui pourraient augmenter tout ce qui est hypersensibilité et tout ce qui est les hauts et les bas. Euh, voilà, tous les ingrédients de tout ce qui me fait du bien, j'essaye d'observer et de prendre soin de moi de la manière qui me correspond en fait. Mm. Et pour Ouais, certains, c'est plus de discipline, plus de rigueur. Et moi, je sens qu'il y a du cadre. Il y a du cadre sur des ingrédients de base, mais que sinon, c'est le plus de douceur et de flexibilité possible. Et c'est là où je me sens là par rapport à il y a un an à peu près quand on a commencé notre coaching. Les hauts et les bas se sont tellement atténués parce que aussi il y a tellement de choses que j'ai pu mettre en place dans ma vie qui font que c'est plus fluide dans ma vie perso et du coup c'est plus fluide dans mon travail aussi quoi. mm, ouais. Ouais, tout part de cette connaissance de toi qu'on a Ouais. tout autant travaillé que les stratégies business, la vente, la communication, la visibilité, le site internet, etc., le positionnement. Les deux vont de pair en fait. Et même si on n'a pas cette base de connaissance, un minimum de soi, c'est un parcours d'une vie, voire de plusieurs peut-être, mais de Mm. minimum, et ou d'acceptation et qu'on n'est pas en lutte contre soi-même constamment, là on peut mettre en place une entreprise qui tient la route, qui grandit, et non pas qui grossit, mais vraiment qui grandit dans tous les Mm. sens du terme. Et ça a été pour moi magnifique à voir, à accompagner Mm. et à voir de loin parce que ça a été ouais, une aventure en toi que j'ai sentie très belle aussi. Mm. Ok. Merci pour tout ça. Je crois que c'est un discours qui fait du bien, qui enlève beaucoup de culpabilité. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux et celles qui nous écoutent, à nous dire si vous autorisez aussi à cette écoute intérieure, comment vous êtes avec vous-même, et tout simplement peut-être si au moins le discours là d'Eva vous a ouvert une nouvelle porte ou vous a fait du bien. Je vous mettrai nos comptes Instagram, je pense que c'est là où vous pouvez nous joindre le plus facilement possible pour vos petits retours. C'est toujours très chouette de les avoir. Pour finir, je te propose quelques questions de fin. Ouais. On est sur le podcast qui s'appelle Derrière la lumière. Et du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ta lumière à toi. Qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi? Mm. Grosse question. Ouais, Euh, Déjà, justement, pour moi, toute cette hypersensibilité, les hauts, les bas, c'est quelque chose qui se voyait très peu. c'est vrai. Déjà parce que quand ça allait pas, je sortais pas de chez moi. Mm. Et que j'ai pris l'habitude de présenter une image ou d'essayer de mon mieux, en tout cas, de présenter une image comme Eva, bah, elle gère. Elle est autonome dans son truc, ça va toujours, elle fait son truc, elle y arrive, voilà. Et donc, tout ce qui était difficulté, c'était très difficile à partager pendant longtemps. Euh, ouais. Ça et toute ma pratique spirituelle, c'est quelque chose que je partage peu euh, à l'extérieur, surtout parce que c'est quelque chose aussi d'intérieur qui me concerne moi, mais qui est vraiment essentiel dans ma vie et qui devient de plus en plus central.
Et je sais pas, c'est la source de tout, quoi. Je sais pas. J'ai pas beaucoup de mots pour décrire ça, mais voilà, c'est très Ça important t'appartient pour moi et c'est très essentiel, quoi. ouais. Et effectivement, il y a des choses aussi qui ne qu'on a le droit, qu'on a presque le devoir de garder pour soi. Mm. Même si ça pourrait aider les autres, même si ça pourrait inspirer ou parler ou être un bon personal branding, il y a des choses qu'on a le droit de garder. Et je me Mm. reconnais beaucoup dans ces mots-là, tout ce qui est ma pratique à moi aussi, spirituelle, que ce soit ou mon yoga ou des choses comme ça, en fait, qui me retournent à l'intérieur, j'allais dire, qui me permettent de m'habiter et d'être moi vraiment et de pouvoir créer du coup tout ça et de Ouais. partager. J'estime que ça m'appartient et que j'ai besoin de le garder pour moi. Donc, autorisons-nous aussi à conserver ces espaces, même si ça pourrait être vendeur ou je sais pas quoi, ou intéressant d'un point de vue Mm. business. Eh ben, merci pour tout ça, Eva. Ça a été une immense joie de te retrouver, de partager ce moment, de voir tout ce que tu as créé aussi depuis. Et est-ce que tu as un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent, pour ces entrepreneurs qui bâtissent aussi des grands projets, qui ont envie de continuer à les faire grandir, à les amplifier, tout en se respectant elles-mêmes, en étant Mm. créatives, en étant vraies? Est-ce qu'il y a un mot que tu pourrais partager? N'oubliez pas d'être doux envers vous-même. Hmm, ça fait toujours du bien. Ouais, et d'écouter les réponses à l'intérieur. De vérifier toujours pour toute inspiration, tout contenu partagé, toute idée, de vérifier à l'intérieur si c'est juste et si ça vous correspond. Hmm, génial. Mm. Merci infiniment. Petit pêche. Bonne À journée très à toi. vite. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.